Gilles Boeuf, tu as été président du Muséum national d'histoire naturelle. Pendant 7 ans. Tu es professeur invité au Collège de France et tu es actuellement conseiller scientifique de la ministre chargée de l'Environnement et de l'Énergie et des Transports, entre autres. Ça m'intéresse d'avoir ta vision et ton expérience sur les ingénieurs et la formation des ingénieurs. Souvent, je dis que dans la situation actuelle des besoins de l'humanité, dans les questions qu'on vit en matière d'environnement, je resterai sur l'environnement, c'est-à-dire les questions de l'eau, les questions de la biodiversité, les questions d'énergie, les questions aussi bien sûr de la pollution, et les questions aussi de la relation entre l'humain et puis ces questions environnementales qu'on évoque. Quelle est la place de l'ingénieur? Je dis souvent qu'il faut qu'on garde au niveau de l'État une recherche fondamentale, ça c'est très important, sans but au moment où on fait la recherche en question. Je prends souvent l'exemple de mon ami Albert Fert, qui était professeur de physique à Orsay, qui a le prix Nobel en 2007. Quand Albert décroche son prix Nobel, c'est parce qu'il découvre en fait un nouveau comportement des électrons pas connu jusque-là, la magnétorésistance géante, il invente la spintronique, une nouvelle discipline. Et quand il fait ce travail-là, en 1988, il n'a pas de dessin particulier. 10 ans après, on booste tous les cerveaux d'ordinateurs grâce à ces découvertes. C'est ça que j'aime bien. Et c'est là qu'on a la relation précise entre la recherche fondamentale, étatique, aucune boîte privée fait ça, et puis les sciences de l'ingénieur. Alors, il nous faut des fondamentalistes très pointus, travaillant sur les domaines avec beaucoup de liberté, en physique, en chimie, en biologie, en écologie, ça je crois que c'est très important. Après arrivent les sciences de l'ingénieur. Ça veut dire qu'on va aller chercher ces connaissances fondamentales, qu'on va appliquer pour développer des technologies. Parce qu'effectivement, l'humain est devenu ce qu'il est devenu grâce à des technologies. Qu'est-ce qui sépare l'humain de l'animal? On me pose souvent la question, on a fait un gros livre il n'y a pas très longtemps là-dessus. On a un profond support biologique, on respire, on boit, on a des globules rouges. Qu'est-ce que fait du sodium dans un sang humain? Si ce n'est pas l'histoire ancestrale de l'océan, il faut me le raconter. Donc l'ingénieur est là pour effectivement traduire ces connaissances fondamentales en technique, en technologie, et toujours encadré. Ça veut dire que pour moi, je ne veux pas tomber dans un système non plus où la technologie dirigerait tout. Tant qu'on se battait avec un biface dans la main contre un sanglier, il avait ses chances, le sanglier. Dès le moment où on invente le propulseur et l'arc et la flèche, ça va tout changer. Puis après, c'est une suite de technologies, la poudre noire, voilà un exemple de domination de l'humain sur le reste de la vie sur la planète. Et puis bien sûr les routes, et puis la roue, bon, on pourrait en citer comme ça beaucoup. Ça veut dire que la technologie, c'est l'usage de la science? Oui, c'est un usage de la science, certainement, bien sûr. Oui. Alors après, il faut voir effectivement comment on l'utilise. C'est Edgar Morin qui dit souvent, la technologie peut être très bénéfique pour l'humanité, mais très délétère également, bien sûr. Et donc, cette technologie a permis à l'humain de proliférer. C'est grâce à cette technologie que l'humain s'est sorti du système naturel classique, enfin du système non humain qu'il imagine en dehors de lui, alors qu'on fait toujours partie, et qui s'est départi, il est sorti du système classique de l'évolution des animaux, et donc il a commencé à proliférer. Et il suffit de regarder la courbe de démographie de l'humanité, elle est totalement liée à des poussées technologiques. Complètement. Les villes, les chemins, l'agriculture, c'est un très bel exemple, par exemple. Et puis après, on va passer par les avions, les vaccins, les antibiotiques, tout ce qu'on peut imaginer, le numérique dont on parle ici aujourd'hui aussi, bien sûr. Donc ça, c'est important. Donc il nous faut la science fondamentale, des sciences de l'ingénieur. Et c'est un mélange intime des deux qui fonctionne. Après, il nous faut, dans le système actuel du capitalisme que l'on vit, l'entreprise privée, évidemment. C'est comme elle qui crée les emplois, donc elle est très importante. Elle va nous permettre de caser nos étudiants en particulier, qu'ils soient ingénieurs ou bien scientifiques d'université. Et puis il y a aussi après le système... Alors la technologie peut être soit le rôle d'entreprise privée, soit de l'État. Comme tu disais, c'est l'entreprise privée qui crée de la valeur. Oui, il dira d'aller un peu plus tard, mais aujourd'hui le capitalisme actuel non encadré va se planter aussi bien que ça, parce qu'il n'y a pas compte des réalités écologiques. Donc comment on joue entre tout ça? Comment la technologie nous aide dans tout ça? Et je pense que c'est ce qu'il faut mettre dans le crâne des jeunes ingénieurs, c'est les habituer à travailler sur un système où ils sont là pour résoudre des questions techniques et technologiques, mais en réfléchissant quand même aux effets délétères que leur système pourrait avoir sur le futur. Je prends un exemple tout bête, la chimie. La chimie a une image épouvantable aujourd'hui, que je comprends. La chimie a créé des molécules que la nature ne sait pas dégrader. Et on vit cette pollution monstrueuse, les plastiques par exemple en ce moment partout, qui nous empoisonnent l'existence.
Mais la chimie sera le lien de recréer de relations entre l'humain et la nature. La nature travaille que par la chimie, en fait. Donc, quel type de chimie? Quelle technologie? Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre dans le crâne des jeunes ingénieurs au démarrage, que cette technique et technologie sont importantes pour, alors le mot progrès, il faut mettre 3 guillemets autour de l'humanité, mais en tenant en compte très fort des impacts. Et c'est ce qu'on n'a pas fait dans la technologie actuelle, on n'a pas tenu compte de la culture de l'impact. Le cas du nucléaire, par exemple. Mais le futur, c'est l'hydrogène et la flotte. Hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer... Alors, c'est pour ça qu'on voit le passage au renouvelable. Hein. Il y a énormément d'ingénieurs de très haut niveau qui vont vers le renouvelable aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est important. Mais je suis entièrement d'accord, l'électrique, même si l'énergie est nucléaire, je ne suis pas sûr que ce soit ça l'avenir non plus, hein, vu les coûts. Hein. Donc tout ça, c'est une technologie qu'on a souvent eu, je sais pas, on l'a souvent mise en avant très très vite, peut-être trop vite par rapport à son opérabilité, en fait. Et surtout, on n'a jamais tenu compte des impacts sur l'avenir très loin, quoi. Et ça, c'est le cas du pétrole et le charbon. Aujourd'hui, c'est clair. Même si on n'aimait plus, le climat, il change encore pour 5 siècles. Aujourd'hui, j'ai bien réfléchi là-dessus, la seule solution aujourd'hui, c'est d'enlever le CO2 qu'on a déjà émis. Et là, il nous faut bien une recherche technologique, hein, sans bien sûr utiliser du pétrole. Donc les technologies du futur sur lesquelles auront à travailler les ingénieurs du futur, ou les ingénieurs actuels qui feront des métiers qui ne sont pas encore inventés, tu as parlé de l'hydrogène, on a parlé de l'énergie, on a parlé de la chimie. La photosynthèse artificielle, là, on tient... Donc on vient à ce que j'adore, la bioinspiration et le biomimétisme, bien sûr. Là, il y a un énorme puits de technologies possibles. Oui, elles ne sont pas impactantes sur l'environnement ou différemment, en fait. Le biomimétisme, c'est quoi, en fait? Moi, je reviens à Vinci. Qui n'adore pas Vinci? C'est le plus grand génie de tous les temps, pour moi, Vinci. Il disait, en fait, prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. C'est très beau. Et effectivement, quand il fait son élante, qui n'a jamais volé, parce qu'il ne l'a pas réalisé, son premier avion, il s'inspire totalement, effectivement, d'oiseaux. Tous nos premières machines volantes sont soit des chauves-souris, hein, Clément Ader par exemple, Jean-Marie Lebrise, c'était un oiseau, les frères Wright, c'est un vautour. Et ce que je dis toujours, c'est que nos avions, ils volent depuis 150 ans, les oiseaux, ils volent depuis 150 millions d'années. On n'y est pour rien, nous, hein, on n'était pas là encore. Donc c'est là que l'ingénieur doit tirer, peut tirer des sources intéressantes. Les lois de la physique qui sont les mêmes pour tout le monde. Bien sûr. Aussi bien les oiseaux que les avions. En observant un oiseau, comment il fait, regardez en ce moment, par exemple, ce qui se passe sur la dépollution des sols. C'est que les nouvelles techniques qu'on va développer doivent tenir compte de la rareté des ressources. Aujourd'hui, vouloir faire des sciences de l'ingénieur sur du palladium, du ruthénium, c'est insensé. C'est ce qu'on utilise comme catalyseur. Hein. La nature a des catalyseurs, mais super géniaux, des protéines inventées par des trucs il y a 800 millions d'années, qui marchent beaucoup mieux et qui ne sont pas rares. Donc ça veut dire qu'il faut penser, je pense qu'aujourd'hui les grands groupes devraient se dire déjà comment travailler avec le tiers des éléments du tableau de Mendeleïev en chimie par exemple, hein, au niveau des matériaux. Parce que demain on n'en aura plus, le coltan on va le trouver où Donc c'est vrai que, alors on me dit on va développer des techniques, super, c'est bien, nos cellulaires, tout ce qu'on veut, si demain on n'a même plus les éléments sur la croûte terrestre pour pouvoir les construire, on aura un petit souci. Hein. Comment, sur le nucléaire, le bel exemple, c'est faire des centrales nucléaires, on sait faire. Comment on les démantèle? Ça marche quand même pas si bien que ça. Et ça va coûter combien surtout? Donc, voir à plus long terme, et je pense qu'une grande leçon aujourd'hui des ingénieurs, qui se rendent bien compte, c'est de développer une culture de l'impact chaque fois qu'on fait quelque chose sur l'avenir. Mais à beaucoup plus court terme que 3 ans ou 4 ans, hein, sur 50 ou 100 ans. Le métier d'ingénieur est très varié, c'est difficile de définir le métier d'ingénieur. Par contre, les compétences que doit avoir un ingénieur, ça, on peut réussir à en isoler quelques-unes. On a parlé un peu en gros d'humanisme. Ah ça vient après. Au début, ça ne venait pas dans l'essence de l'ingénieur, c'est venu après. Maintenant, c'est vital aujourd'hui. S'il n'y a pas d'humanisme associé à la formation de l'ingénieur, je crois qu'on va vraiment avoir quelques soucis. Parce que toutes ces techniques vont être utilisées à des échelons qui sont discutables. Revenons à la bioinspiration. La bioinspiration, le fait d'aller s'inspirer dans la nature, effectivement, de choses qui marchent depuis très très longtemps, et qui ont été validées, effectivement, par la sélection naturelle, demande à la personne qui travaille dessus de perdre un peu de son arrogance et de se dire, je regarde ce qui se passe. Mais c'est très important pour qu'on puisse aller plus loin. Et donc l'humanisme qui accompagne maintenant les sciences de l'ingénieur, pour moi, est très très important. Sinon, regardez le nombre de fois où une découverte qui paraissait très bénéfique sur le moment amène à des aspects très délétères et vice-versa aussi. Hein. Après, il y a l'usage que l'humanité en fait, qui n'est pas forcément la faute
du type qui fait la découverte. Regardez ce que vous faites et quel impact ça va avoir sur le bien-être global de l'humanité. Ça, c'est important. Le virtuel, c'est bien jusqu'à un certain point. Hein. La modélisation nous permet de prévoir des choses. Le climat, c'est intéressant, le climat aujourd'hui. On modélise le climat. C'est incroyablement plus facile que de modéliser effectivement l'évolution de la biodiversité. Hein. C'est tout. Et pourtant, c'est horriblement complexe, le climat, bien sûr. Hein. Et les interactions entre les deux sont super intéressantes à regarder, bien sûr. Il faut arriver à une énergie, effectivement, aujourd'hui, qui ne pollue pas. Donc on va revenir à l'eau. C'est l'eau, l'hydrogène, on va revenir. Il faut quand même bien voir que les 3/4 de l'univers sont faits d'hydrogène. Les gens l'oublient, en fait, ça. Hein. 3/4, le petit H, le 1 du début, hein, de tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Donc l'hydrogène, l'eau, sur la Terre. Donc cette eau, aujourd'hui, on la souille, on la détruit horriblement, en fait, cette eau, quand on voit ce qu'on en fait aujourd'hui. Hein. On a écrit un bouquin il y a 4 ans, l'eau, la molécule oubliée. On a oublié ce qu'est l'eau. Un bébé humain à naissance, c'est 3/4 d'eau. Notre cerveau, c'est 80% d'eau. Donc l'eau est essentielle, au niveau énergétique aussi. Donc l'énergie, ça c'est très important, puisqu'on voit que c'est quand même un élément important du développement économique, quand même, l'énergie, quand les gens... L'énergie électrique qui a l'inconvénient de devoir être consommée au moment où elle est produite. Eh oui, ça c'est clair. Alors qu'un arbre, il sait très bien faire ça. Il sait faire son système pendant la journée. La nuit, il n'y a pas de lumière. Il l'a stocké et il la réutilise le lendemain. Donc ça, c'est important. Alors après, il y a tout ce qui va être effectivement des grands drames actuels, l'antibiorésistance. Hein, aujourd'hui, c'est absolument effroyable. Donc les techniques du vivant qui nous permettront d'avoir des substances effectivement de défense qui ne créeront pas de résistance chez les bactéries. De toute façon, elles vont gagner la course, les bactéries. Les humains... une génération tous les 25 ans, on n'a pas le temps de s'adapter dans le système darwinien par rapport à un système de bactéries où ils font 4 divisions dans la journée. Ils auront toujours un avantage énorme sur nous, ces micro-organismes. Hein. Alors bien sûr, quand on dit l'humain a détruit la vie, ça n'a pas de sens. Les hippopotames et les rhinocéros, oui, eux, ils sont très menacés, mais la vie, pas du tout, elle sera là bien après l'humain. Nous sommes une planète bactéries depuis le début. Je dis souvent que dans un corps humain, ou sûr, il y a au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Hein. Donc ça, c'est un gros défi aussi, antibiorésistance. Gérer nos questions de pollution. Aujourd'hui, c'est clair qu'on vit plus longtemps, mais c'est fini. Hein. Aujourd'hui, on est au taquet. On voit effectivement que les femmes françaises perdent un peu d'espérance de vie. Et là, le travail sorti récemment dans Nature nous dit, ben, 113 ans, Jeanne Calment aurait été un cas exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, en fait. Hein. Sans bricolage. Et alors après, bien sûr, moi, ce qui m'effraie énormément, c'est le bricolage du post-humanisme ou du transhumanisme, consistant à dire, voilà, on raye la partie biologique de l'humain, voilà, et demain, on va vivre 1000 ans. Diantre. Ça va être la haine de chaque bébé qui va naître, hein, sur une planète où il y a plus de 7 milliards d'humains, demain 9, avec des ressources limitées. Ça n'a pas de sens. Il faut réfléchir à ce qu'on fait avec tout ça. Donc aujourd'hui, la technique doit être au service du bien-être de l'humanité, pas de quelques-uns. On a parlé de la mer. Parmi les écoles d'INCREA, il y en a une à Brest, il y en a une à Toulon. Les technologies marines, ça va d'abord être effectivement l'énergie sortie de la mer, donc tu connais ça très bien, l'énergie thermique des mers, la marée, l'énergie cinétique de la houle. La technologie est marine pour les asseoir sur le fond de la mer ou les rendre flottantes. Bon, il y a tout ce qui touche aussi, bien sûr, au problème actuel de la désalinisation de l'eau de mer, qui est un énorme problème, puisque comme on a souillé l'eau douce, et qu'il faut irriguer les cultures et que les humains doivent aussi s'alimenter en eau, puisqu'on est fait d'eau, je le rappelle, hein, c'est des questions importantes au niveau de la technique. Ça coûte très cher en énergie, l'osmose inverse aujourd'hui. Hein. Tout ce qui touche aussi, bien sûr, en mer, ça va être les hydroliennes. Ça, c'est un système qui est super intéressant, une forme de corrosion que connaissent bien les ingénieurs. Hein. Donc là, c'est un aspect des choses. Puis il y a aussi la manutention des systèmes hydroliennes. Oui, puis le transport maritime, qui reste 90% du transport de tout ce qu'on prend sur la planète. Donc l'aspect vertueux du transport maritime, la non-pollution de déchets des bateaux, l'énergie utilisée par ces bateaux. Le navire du futur. Bah oui, ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, autant d'ailleurs pour le transport que pour la pêche. Hein. Toutes les technologies aussi qui serviront à beaucoup mieux gérer les stocks naturels et puis à les rendre compatibles avec la durabilité. Et je dirais surtout la soutenabilité. La pêche, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire, on ne fait pas. Donc comment la technologie peut nous aider? C'est pas de faire un bateau de plus en plus performant, alors si on en fait un, on n'en fait qu'un, hein, il prend tout. Donc c'est là qu'il faut trouver le compromis entre le biologique et les cycles biologiques qui ne sont pas toujours les mêmes. Ça c'est important aussi. La pollution, pour moi c'est l'essentiel en mer. Aujourd'hui le grave problème il est là. Hein. Comment est-ce qu'on ne supporte plus, qu'il n'arrive plus aucun effluent non traité
de la terre à la mer, ça c'est très clair. La destruction massive du littoral, la technologie aussi peut nous aider. Est-ce qu'on peut demain reconstruire, restaurer des écosystèmes littoraux? Donc la géo-ingénierie écologique, à ce niveau-là, est très importante. Pas d'aller mettre du fer dans l'océan austral ou des particules dans l'atmosphère, hein, mais de savoir refaire des plages, ça c'est important bien sûr. Et quelle place du numérique? Quelle place, quel risque? Le numérique, de toute façon, alors, on ne peut pas s'en passer à l'heure actuelle, de toute façon. Là, on discute tous les deux, ça peut se suivre en Nouvelle-Zélande ou en Patagonie, ce qu'on raconte là en ce moment. Donc, ça, c'est très important. Le numérique doit venir effectivement pour rendre les systèmes plus, comment dirais-je, moins coûteux déjà, on revient à l'énergie aussi, je crois beaucoup à ce niveau-là, et puis aussi rapide dans la communication, et distribué à tous. Alors, ça relance tout le débat de l'usage qu'on en fait, bien évidemment, hein, parce qu'on peut faire des choses. Puis regardez les bases de données qu'on a en ce moment, comment on les partage, elles sont gigantesques. Il y a des bases ADN du séquençage, on va être dépassé demain par des bases largement aussi importantes en matière de séries d'espèces, d'évolution des espèces, de micro-organismes du sol, de l'océan. Tara-Océan nous ramène 3 fois plus de séquences que ce qu'on connaissait dans l'océan en espèces aujourd'hui. Donc c'est vrai que tout ça, il faut l'organiser. Mais encore une fois, le drame, ça serait que ça tombe entre les mains de quelques-uns. Hein. Je pense que dans tout ce qu'on va faire, et chaque ingénieur devrait en être persuadé, ce qu'il fait doit être effectivement... bien sûr, il y a des brevets, il y a des choses comme ça pour les entreprises, mais au niveau de l'essence même de la découverte, accessible à tous. Merci Gilles.